Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons attaquer maintenant la relation entre symétrie et loi de conservation. Alors nous avons déjà vu des exemples de symétrie et nous avions vu que la transformation concernée était une symétrie lorsque l'opérateur de la transformation commutait avec l'opérateur hamiltonien. Voyons les choses de manière un peu plus générale pour essayer de voir en généralité comment ça se passe. Alors, on a un état quantique quelconque, on va noter psi 1, et celui-ci évolue au cours du temps pour donner un état psi 2 un peu plus tard. Et celui-ci est égal à U psi 1. Alors, U est appelé opérateur d'évolution. On peut le formuler à partir de l'hamiltonien, et c'est lui qui décrit comment l'état évolue au cours du temps. Alors, prenons maintenant une transformation quelconque, une symétrie, on va noter Q, et qui est en principe une transformation unitaire. Alors, cette transformation va transformer l'état psi 1 en psi' 1 et l'état psi 2 est transformé en psi' 2. Appliquons maintenant le fait que la transformation est une symétrie. Puisque la transformation est donc l'état psi 1 évolue en l'état psi 2. Et puisqu'on dit que Q est une symétrie, alors psi' 1 doit aussi évoluer en psi' 2. Donc on doit avoir psi' 2 égale U, son évolution, psi' 1. Et en utilisant la relation ici, ceci est égal à UQ psi 1. Et psi' 2, ce n'est rien d'autre que Q psi 2. Qui est égal aussi à Q U psi 1. Et donc on a UQ psi 1 égale QU psi 1. Dans tous les cas, si c'est une symétrie, quel que soit l'état psi, on doit avoir UQ égale QU. C'est vrai pour tout état, et donc pour tout élément de matrice, et donc d'une manière générale, on doit avoir UQ égale QU. Et ça veut dire que Q et U commutent. Tout simplement. Alors, comme je l'ai dit, l'opérateur d'évolution est fonction de l'hamiltonien. En particulier, si on a une durée infinitésimale, alors on peut utiliser l'équation de Schrödinger pour montrer que U est égal à 1 environ égal à 1 moins I HT, si T est très petit, divisé par H bar. Et de toute façon, même dans le cas général, U est fonction de l'hamiltonien. Et ça veut donc dire aussi que Q et H commutent. Alors, maintenant, considérons un état quelconque, psi' égale Q psi. Quel est le résultat de l'opération sur l'état psi?
on sait que c'est une symétrie. En particulier, lors de l'évolution, les normes, les probabilités vont rester inchangées. Et, par exemple, le nombre de particules va rester le même. Par exemple, pour une symétrie miroir, en inversant la gauche et la droite, le nombre de particules reste le même. La norme des états reste les mêmes sous la symétrie. On doit donc avoir une symétrie unitaire. Donc ça revient à multiplier par un simple facteur, un simple changement de phase, l'état psi, qu'on peut écrire comme E exposant I delta. Delta étant un simple nombre, un nombre réel. Et ça revient à dire que le Q est une transformation unitaire. Nous avions déjà vu que les transformations de symétrie devaient être des transformations unitaires. Alors, concrètement, sur un exemple, nous avons vu le cas de l'ion d'hydrogène, avec les états 1 et 2, correspondant à l'électron situé autour d'un des deux atomes, l'atome 1 ou l'atome 2. On peut choisir deux autres états de base, qu'on peut noter grand 1, grand I, est égal à 1 plus 2. Alors, en toute rigueur, je devrais diviser par racine carrée de 2 pour conserver la normalisation des états. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance ici. Et je choisis un deuxième état, 2, qui est égal à 1 moins 2. On peut vérifier qu'ils font bien deux états de base, mais ce n'est pas très important non plus ici. Ce qui nous intéresse, c'est l'effet de la symétrie. Alors, on va prendre comme symétrie la symétrie de réflexion dans l'espace, hein, la symétrie P. Notons que dans ces deux états, la probabilité que l'électron soit autour d'un atome est exactement 1,5, 50%, dans tous les cas. Si j'applique la probabilité, l'inversion à l'état 1, l'électron à gauche, nous avions vu que ça correspondait à l'électron autour de l'autre atome, bien entendu, ça donne l'état 2. Et P appliqué à 2 donne l'état 1. Donc si j'applique P à cet état-là, P à I, je vais avoir 2 plus 1, c'est-à-dire exactement la même chose, c'est-à-dire I. Et si j'applique P à l'état 2, 1 devient 2, 2 devient 1, donc c'est 2 moins 1, et donc c'est moins 2. Dans ce cas-ci, l'état ne change pas, il n'y a pas de changement de phase, ça correspond à delta égale 0. Et dans ce cas-ci, on a un changement complet de signe, comme pour une onde, hein, les bosses deviennent des creux, ça correspond à une phase de 180 degrés, donc ça correspond à un changement de phase de 180 degrés. Alors, on peut montrer que cette relation est indépendante au cours du temps. Alors, c'est pas très difficile à montrer. Appliquons Q à l'état psi 2. Ceci est égal à Q U psi 1, donc c'est l'évolution de l'état psi 1 vers psi 2. On sait que ça commute, c'est une symétrie, psi 1, et ceci est égal à E exposant delta psi 1. Or, tout nombre commute, tout nombre normal, nombre réel ou nombre complexe, commute avec un opérateur. C'est évident avec les matrices, hein. Vous rappelez le produit d'une matrice par un simple nombre,
mais c'est tout à fait commutatif, peu importe l'ordre. Donc ça commute et on peut l'écrire E exposant I delta U psi 1, c'est-à-dire E exposant I delta psi 2. Donc, l'opération de symétrie a le même effet après l'évolution dans le temps. Et ceci n'est rien d'autre qu'une loi de conservation. L'état psi 1, lorsqu'on lui applique une opération de symétrie, ça correspond à un changement de phase delta. Et ça dépend d'état. On a vu l'exemple avec l'hydrogène. Pour cet état-là, delta vaut 0. Pour cet état-là, delta vaut 180 degrés. Mais pour un état donné, au cours du temps, malgré l'évolution, delta reste identique. C'est une loi de conservation. Il y a quelque chose dans l'état qui est conservé. C'est ce delta. Alors, un exemple que nous avons vu, c'est sous la symétrie P. Sous la symétrie P, c'est la conservation de la parité. Et il y a quelque chose d'assez exceptionnel dans cette relation entre symétrie et conservation, c'est que ça ne dépend pas réellement de l'hamiltonien. Peu importe la mécanique qui font évoluer les états au cours du temps. La seule chose, c'est que Q doit être une symétrie. Si Q est une symétrie, alors on a conservation de ce facteur de phase, delta. Donc, la loi de conservation ne dépend que de ça. Alors, remarquons aussi, avec le calcul que nous devons faire, que si un état psi est un état propre de Q, ce qui est le cas de ces états-là, valeur propre 1, valeur propre moins 1, c'est-à-dire EI delta, là aussi, les valeurs propres pour l'opérateur de symétrie sont conservées. C'est le cas avec la parité. Si on a une parité paire, donc avec une valeur propre plus 1, dans ce cas-là, ou une parité impaire, moins 1, dans ce cas-là, le fait que l'état est pair ou impair est conservé lors de l'évolution au cours du temps si P est une symétrie. Et donc les valeurs propres sont conservées. Les valeurs propres de l'opérateur de symétrie, bien entendu, sont conservées. Alors, notons que cette relation entre symétrie et conservation est quelque chose de très général. C'est beaucoup plus général encore que la mécanique quantique. On peut aussi trouver une telle relation en physique classique. Et la démonstration générale s'appelle le théorème de Noether. Alors nous y reviendrons au théorème de Noether plus tard. Le théorème de Noether concerne essentiellement les symétries continues et non pas les symétries discrètes que nous voyons aussi ici. Pour les symétries continues, le théorème de Noether montre qu'on peut associer une grandeur qui est conservée si l'opération est une symétrie. Cette relation entre symétrie et conservation d'une quantité, c'est quelque chose de très profond dans la physique. Et c'est pas du tout intuitif. Ça peut même paraître étrange. Prenons par exemple l'énergie. Elle découle, nous l'avons vu, de l'invariance par translation dans le temps. Il faut que H soit constant, et dans ce cas-là, les valeurs propres de H vont être conservées, l'énergie totale est conservée. Et donc la conservation de l'énergie, pour un système isolé, ou si on inclut tout dedans,
donc pas un système qui pourrait être influencé de l'extérieur et où on ferait l'opération de symétrie que sur le système isolé, l'énergie est automatiquement conservée. Parce que, évidemment, si je prends un broc d'eau et que je le chauffe, l'énergie dans le broc d'eau, elle va augmenter. Oui, mais elle est prise au détriment de mon bec de gaz. Donc pour le système complet, l'énergie totale est conservée s'il y a une variance par translation dans le temps. Or ça, c'est lié aussi au principe de relativité, que nous avions vu à l'occasion de la présentation de l'électromagnétisme. Ça revient à dire, ce principe, que je règle ma montre comme je l'entends. Je peux décider qu'elle indique 0 à minuit, je peux décider qu'elle indique 0 à midi, ou n'importe quand. C'est comme un chronomètre, je peux le démarrer, t égale 0, quand je veux. Et je peux repérer, avec mon chronomètre, le départ d'un coureur ou son arrivée. Le choix que je choisis pour mon chronomètre et pour donner les valeurs du temps t, c'est libre. Je fais comme je l'entends. Et cette liberté implique que le phénomène physique, lui, il ne dépend pas de mes choix. Le coureur sur la piste, il ne se préoccupe pas du fait que j'enclenche mon chronomètre à tel ou tel moment. Les planètes qui tournent autour du Soleil ne se préoccupent pas de savoir si j'ai réglé mon horloge murale de façon à ce qu'elle indique 0 à minuit ou à midi. Les valeurs de t que je vais noter vont dépendre de mes choix. Mais la physique, elle, reste inchangée. Par nature, ce choix est humain et donc ne doit pas influencer la physique. Or, une translation dans le temps, dans le point de vue passif, nous avons vu cette équivalence entre point de vue actif et passif. Dans le point de vue passif, ça consiste juste à faire un autre choix. La physique ne devrait pas en dépendre. Et donc, la conservation de l'énergie est inéluctable. Et ça peut paraître assez étrange. Si on voit l'énergie comme une espèce de propriété supplémentaire des corps, ou comme une espèce de fluide, qui est une mauvaise image de l'énergie, ça peut paraître étrange. Pourquoi cette grandeur serait-elle conservée? Simplement du fait que je règle ma montre comme je l'entends. Ça fait un peu magique. Mais c'est parce qu'en réalité, l'énergie n'est pas une grandeur quelconque. C'est une grandeur que nous attribuons au système et qui est reliée, qui traduit les propriétés du corps lorsqu'il évolue dans le temps. Nous l'avons parfaitement vu avec l'hamiltonien. L'hamiltonien qui décrit l'équation d'évolution, l'équation de Schrödinger, qui est reliée à U, et ses valeurs propres sont l'énergie. L'énergie est clairement une grandeur que l'on associe aux propriétés de translation dans le temps ou d'évolution dans le temps d'un système. Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait un lien entre le comportement de cette grandeur et le comportement de la coordonnée temps, qui est arbitraire. Et cet arbitraire se traduit par la conservation de cette grandeur. Ce point de vue un peu plus abstrait, un peu plus formel, montre bien qu'il n'y a pas réellement de mystère. Mais on a tendance à voir l'énergie comme quelque chose d'un peu spécial, détaché de ses définitions physiques. Et donc, sa conservation peut sembler étrange. En fait, elle n'a rien d'étonnant, elle est même inéluctable. On peut même dire qu'on a choisi de définir l'énergie de manière à ce qu'elle soit conservée. Parce que bien les physiciens, ils préfèrent manipuler des grandeurs qui se conservent. Ça simplifie les calculs. Donc c'est pas étonnant que l'énergie se conserve, mais on l'a choisi pour qu'elle soit comme ça. Voilà donc pour cette relation entre symétrie et loi de conservation. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons un autre exemple de symétrie, de plus près, celui des rotations. Donc nous commencerons à introduire les rotations, qui ne sont pas toujours un sujet simple. Nous commencerons avec un cas, avec quelque chose de facile. Nous verrons la conservation qui est associée, et nous ferons un récapitulatif
des différentes symétries et des lois de conservation qui leur sont associées. Je vous remercie.